Donc la presse, s'il vous plaît, arrêtez de raconter des conneries, arrêtez de faire des articles qui servent à rien. Vérifiez vos sources, vérifiez vos infos, ça m'évitera de faire des vidéos comme celle-ci. Donc voilà, par contre j'ai une info pour vous, si vous voulez, j'ai pas dû mon slip à Chelsea à bord à la gym. Donc si vous avez des infos, faites un article dessus et peut-être que j'aurai la chance de le retrouver. Tenter de conquérir les banlieues et ainsi mettre la main sur un nouveau public. Lors de l'été 2000, telle est la double ambition nourrie par les dirigeants parisiens au moment d'enregistrer la signature de Nicolas Anelka en provenance du Real Madrid contre la somme de 220 millions de francs, soit près de 30 millions d'euros. 3 ans après son départ tonitruant du centre de formation parisien. Aux côtés de Stéphane Dalma et de Peter Luxin, le natif de Trappes incarne alors l'icône de la génération banlieue PlayStation issue d'Île-de-France et que l'état-major parisien souhaite absolument convertir au PSG. Depuis sa création en 1970, le club de la capitale cultive en effet la réputation d'un club plutôt élitiste, auquel les classes populaires ont beaucoup de mal à s'identifier. Or, cette image de marque, Canal+, propriétaire du club depuis 1991, souhaite l'abandonner. Dans cette configuration, la personnalité de Nicolas Anelka est susceptible de tirer un trait d'union entre le PSG et la clientèle issue des banlieues parisiennes. C'est en tout cas la thèse des dirigeants parisiens. D'autant que malgré sa réputation déjà bien sulfureuse, Anelka vient tout juste de remporter la finale de la Ligue des Champions avec le Real Madrid de Del Bosque, sans compter son titre de champion d'Europe 2000 sous les couleurs tricolores. Côté marketing, l'opération Anelka se solde d'ailleurs par un franc succès, notamment en ce qui concerne les ventes de maillots floqués du numéro 9 parisien. Côté pelouse en revanche, elle ne se déroule pas du tout comme prévu. Dans la foulée de la signature officielle d'Anelka, les ambitions sportives de Laurent Perper, le président du PSG, étaient pourtant claires et nettes. Le titre de champion de France et les quarts de finale de la Ligue des Champions, au minimum. Mais malgré un très bon début de saison en championnat, les hommes de Philippe Bergerot finissent par s'effondrer au classement, à la faveur de la traditionnelle crise du mois de novembre traversée par le PSG. Anelka de son côté peine à trouver sa place au sein du dispositif tactique parisien. Un jour par exemple, sur son propre site internet, il va même jusqu'à reprocher publiquement à son entraîneur l'absence de meneur de jeu, en lui suggérant notamment d'installer à ce poste le jeune Fabrice Abriel, qui n'est nul autre que l'un des amis proches de Nicolas Anelka. L'arrivée de Luis Fernandez, quelques semaines plus tard, au poste d'entraîneur du PSG n'y changera rien. Pire encore, elle verra naître de nombreuses tensions entre Fernandez et l'attaquant parisien, comme lors du mois d'octobre 2001 par exemple, quand lors d'une causerie d'avant-match, l'entraîneur parisien dévoile à ses joueurs la tactique à mettre en place. Une tactique qui ne convient pas du tout à Nicolas Anelka, au point que ce dernier aille jusqu'à manifester très clairement à son coach sa désapprobation. Exaspéré par l'attitude de son joueur, Luis Fernandez lui lance alors « Si t'es pas d'accord, tu peux partir ». Ce que le natif de Trappes acceptera bel et bien de faire, en se levant et en quittant les vestiaires du Parc des Princes, sous le regard médusé de ses partenaires. D'ailleurs, un ancien joueur, témoin de la scène, se souvient. Il ne parlait plus à personne. Je l'aime bien, mais il en a trop fait. À chaque entraînement, il critiquait systématiquement les phases de jeu. Pour lui, c'est simple, le football c'est direct. Le reste, c'est du temps perdu. Pour l'anecdote, les relations orageuses entre le coach parisien et son attaquant vedette prendront la forme d'un feuilleton télévisé à caractère humoristique. Le fameux Nico et Louis, des Guignols de l'info, sur Canal+. Dans un autre registre, certains dirigeants parisiens soupçonnent même leur starlet d'exagérer certaines blessures, voire d'en inventer quand l'envie lui prend de manquer certains entraînements. Autant de raisons qui les pousseront à lui infliger plusieurs mises à l'écart successives, le plus souvent pour des problèmes de comportement. Ceci étant, Luis Fernandez et les autres dirigeants parisiens ne sont pas les seuls à subir les foudres de l'ancien attaquant d'Arsenal. Ce dernier réserve également certains de ses coups de colère à certains journalistes, comme par exemple Sébastien Tarago, qu'il finit un jour par gifler au camp des loges, le futur journaliste de l'équipe l'ayant insulté de connard face au refus de l'ex-joueur d'Arsenal de lui dire bonjour. Il faut par ailleurs préciser qu'entre le Parc des Princes et Nicolas Anelka, le fossé ne cesse de s'agrandir d'un jour à l'autre. À l'instar de leurs homologues madrilènes un an plus tôt,
Les supporters parisiens peinent à voir en leur nouvel attaquant autre chose que le visage sombre d'un jeune homme peu accessible, très rarement souriant, et dont la communication à leur égard est quasiment inexistante. Une caricature d'enfant pourri gâté par des mois de salaire astronomiques, que les guignols de l'info, là non plus, ne se priveront pas de mettre en scène. Compte tenu des qualités qui sont les siennes, le numéro 9 parisien semble bien voué à ne pas se fondre au sein d'un collectif destiné à créer du jeu. Car créer le jeu, Anelka ne sait pas le faire. Il se contente uniquement de l'accélérer. Un jeu de transition, rapide, et qui repose sur la verticalité. Dès lors, c'est derrière ce genre de promesses que se réfugient les toutes nouvelles ambitions de la famille Anelka, de Nicolas bien sûr, mais également de ses deux grands frères et conseillers, Claude et Didier. Des promesses formulées mieux que par n'importe quelle autre entité que le championnat d'Angleterre, et notamment par le club de Liverpool, où il débarque dès le mois de janvier 2002. Pourtant, nombreux sont les doutes qui entourent l'arrivée de l'ancien gunner d'Arsenal au sein du club d'Anfield, en matière de rapport humain d'abord. Car à l'époque, l'entraîneur de Liverpool n'est nul autre que le français Gérard Rouillet, avec qui Anelka entretient des relations glaciales depuis une brouille en équipe de France des moins de 20 ans. Plus généralement, les médias britanniques n'oublient pas non plus l'arrogance et la désinvolture dont il a fait preuve à l'égard d'Arsenal et d'Arsène Wenger, quelques années plus tôt. Dès lors, beaucoup s'interrogent sur sa capacité véritable à se fondre dans un collectif et dans un club aussi hiérarchisé que l'est celui de Liverpool, là où la véritable star de l'équipe ne porte qu'un seul nom, celui de Michael Owen, tout juste vainqueur du Ballon d'Or 2001, à seulement 22 ans. Pour l'anecdote, dès sa signature, Anelka se verra d'ailleurs intimer l'ordre de téléphoner à l'attaquant anglais en personne, histoire de bien lui faire comprendre d'entrée de jeu qu'il ne lui volera pas la vedette. Il est en effet hors de question pour les dirigeants anglais de vivre la même mésaventure que leurs compatriotes madrilènes, lesquels ayant été contraints de sanctionner le français 2 ans plus tôt, face à ses nombreux écarts de conduite. D'autant qu'Anelka lui-même en a conscience. S'il souhaite se frayer une place dans le groupe des 23 bleus retenus pour participer à la Coupe du Monde 2002, et s'il souhaite ne pas traverser à nouveau la déception du Mondial 98, il doit absolument montrer ce dont il est capable, et tenter de bousculer la concurrence féroce qui sévit en attaque. Et montrer ce dont il est capable, c'est justement ce que Liverpool lui propose de faire lors de la seconde partie de saison 2001-2002. Dans une équipe réputée pour son football offensif, Anelka retrouve alors rapidement du temps de jeu, et parfois même les sensations de buteur qu'il avait perdues au PSG. Mais en réalité, sur le front de l'attaque de Liverpool, le véritable buteur des Reds a pour nom Michael Owen, et non Nicolas Anelka. Ce dernier parvient d'ailleurs à n'inscrire que 5 buts au total, contre 28 pour l'attaquant anglais. Des statistiques qui permettront certes aux hommes de Gérard Rouillet d'atteindre la seconde place du classement de Premier League, devant le Manchester United d'Alex Ferguson, mais qui s'avèreront toutefois insuffisantes pour l'attaquant français, dans l'optique du Mondial 2002. Car sans surprise, derrière le duo Henry-Trezeguet, Roger Lemaire préfère placer sa confiance en Djibril Cissé, tout juste auréolé du titre de meilleur buteur du championnat français, ainsi que sur l'expérimenté Christophe Dugarry. L'insistance de Thierry Henry, de Patrick Vieira ou encore de Sylvain Wiltord auprès de leur sélectionneur n'y changera rien. Pour la 2e fois consécutive de sa carrière, Nicolas Anelka se voit à nouveau écarté du groupe tricolore et d'une éventuelle participation à la Coupe du Monde de football. Au moins cette éviction lui permettra-t-elle d'échapper au fiasco asiatique des Bleus lors du tournoi. Mais qu'importe. Ce qui préoccupe l'attaquant de Liverpool en ce début d'été 2002, c'est son avenir en club, bien plus que son hypothétique destin en sélection nationale. Côté Liverpool, Gérard Rouillet est tout à fait disposé à lever l'option d'achat soumise par le Paris Saint-Germain. Or, à cet endroit précis, 2 versions s'affrontent pour expliquer les raisons ayant poussé le club anglais à lâcher subitement la piste Anelka. D'un côté, celle de Gérard Rouillet lui-même, selon laquelle Claude et Didier, les 2 frères de Nicolas, auraient ainsi tenté de faire grimper les enchères auprès de certains autres clubs, histoire de s'assurer la signature d'un juteux contrat, à Liverpool ou ailleurs. Une vive altercation aurait d'ailleurs éclaté entre les 3 hommes. Une altercation que le coach français évoquera quelques années plus tard en des termes très surprenants et qui créeront la polémique. Pour la première fois de ma vie, écrira-t-il, j'ai vu des noirs rougir. De l'autre, la version de Nicolas Anelka lui-même. Ce dernier affirme au contraire avoir manifesté très clairement sa volonté de rester à Liverpool,
Une volonté à laquelle, toujours d'après Anelka, Gérard Houllier n'aurait jamais véritablement répondu. Pire encore, l'attaquant français affirme même se souvenir d'un épisode durant lequel son ancien coach aurait tenu des propos à caractère raciste. Face à certains joueurs de couleur noire ayant pris la peine de taper dans son bureau pour réclamer une revalorisation salariale, Gérard Houllier aurait alors répondu de la façon suivante. « Non, vous les Noirs, quand on vous donne de l'argent, vous foutez plus rien. » Ceci étant, les accusations seront réfutées de manière catégorique par le principal intéressé. Quoi qu'il en soit, ce n'est certainement pas à Liverpool qu'Anelka pourra désormais poursuivre sa carrière, ni même dans aucun autre club de standing équivalent. Sa cote auprès des recruteurs est en effet soumise à une chute vertigineuse. Même le Paris Saint-Germain et Luis Fernandez finissent par refuser de réintégrer la star déchue. Un seul club finit alors par se manifester, un club anglais à nouveau, celui de Manchester City. Là-bas, il jouit rapidement d'un statut de titulaire indiscutable et n'a pas à se soucier de la concurrence en attaque. Un contexte idéal, favorisant alors la multiplication de ses bonnes performances en championnat, tout en soignant quelque peu ses statistiques buts par rapport à la sécheresse des années précédentes. C'est dans cette configuration que Jacques Santini, le tout nouveau sélectionneur de l'équipe de France, prend la décision de s'entretenir avec lui, histoire de prendre la température, dans l'optique d'un éventuel retour en bleu. Au lendemain de l'échec asiatique du mondial 2002, Santini sent bien qu'il est nécessaire de relancer la concurrence en attaque et d'opérer un certain renouvellement au sein de l'effectif des Bleus. Mais au fond, la visite du sélectionneur français en Angleterre n'est pas forcément synonyme de promesse pour Anelka, bien au contraire. Lors de sa rencontre avec l'attaquant français, à l'issue du derby de Manchester lors du mois de novembre 2002, il lui avoue d'ailleurs qu'il ne le connaît pas encore suffisamment en tant que joueur. Une phrase en apparence anodine, mais considérée par Anelka comme un véritable affront, très lourd de conséquences. Ainsi, quand quelques jours plus tard, Jacques Santini dévoile sa liste des joueurs retenus pour évoluer en bleu, Anelka découvre avec étonnement que son nom y figure. Mais face au journaliste qu'il a spécialement convoqué pour l'occasion, il décide publiquement de décliner l'invitation. S'il a été appelé, affirme-t-il, c'est uniquement pour pallier la blessure de Sidney Govou, et non pas pour ses qualités intrinsèques. Hors de question pour lui d'endosser le rôle de doublure en équipe de France. Quelques mois plus tard, l'attaquant mancunien poussera même la provocation jusqu'à l'extrême, en déclarant à propos d'un éventuel retour en bleu sous les ordres de Jacques Santini, qu'il s'agenouille devant moi, qu'il s'excuse d'abord, et après je réfléchirai. Bien évidemment, avec une telle prise de position, Anelka vient de mettre une croix quasi indélébile sur l'équipe de France, du moins tant que son sélectionneur s'appellera Jacques Santini. Les excuses publiques qu'il présentera d'ailleurs sur son site internet à l'égard du coach français, quelques mois avant l'Euro 2004, se révéleront de toute façon insuffisantes pour recoller les morceaux. Ce n'est que 3 ans plus tard qu'il sera finalement rappelé en bleu, par Raymond Domenech cette fois-ci, pour un match amical face au Costa Rica, organisé en Martinique pour la toute première fois de l'histoire de l'équipe de France. La Martinique, la terre d'origine des parents Anelka, comme un symbole. Un symbole de courte durée néanmoins pour Nicolas, car même s'il est buteur en sélection ce jour-là, il ne parvient toujours pas à bousculer durablement la concurrence en attaque chez les Bleus. Qui plus est dans le 4-2-3-1 privilégié par Raymond Domenech dans la perspective du mondial 2006, c'est-à-dire un système de jeu composé d'un seul et unique attaquant de pointe, juste devant Zidane. Le seul et unique attaquant de pointe susceptible de revendiquer une place de titulaire indiscutable à cette époque ne porte pas du tout le nom de Nicolas Anelka, mais bien plutôt celui de Thierry Henry. Ce dernier se situe en effet à l'apogée de sa carrière dans son club d'Arsenal, et ses très grosses performances aussi bien en club qu'en sélection ne laissent pas le moindre espoir à la concurrence en bleu. Même David Trezeguet est contraint d'accepter un rôle de remplaçant lors du mondial 2006. Sans surprise donc, Anelka est contraint de renoncer à la Coupe du Monde en Allemagne, et ce pour la 3e fois de sa carrière. S'agissant de son parcours en club, il entretient alors rapidement la réputation d'un globe-trotter, en quittant d'abord Manchester City pour Fenerbahçe, puis pour Bolton ensuite, au point de disparaître peu à peu des radars du football français, jusqu'au mois de janvier 2008, quand à bientôt 29 ans, il réussit enfin à reprendre la direction d'un très gros club européen, celui de Chelsea. Si le club de Roman Abramovich décide subitement de jeter son dévolu sur le joueur de Bolton,
C'est parce qu'il cherche un attaquant capable de pallier numériquement le départ de Didier Drogba, parti disputer la Coupe d'Afrique des Nations 2008 sous les couleurs ivoiriennes. En plus du traditionnel titre de champion d'Angleterre, les Blues nourrissent en effet de très hautes ambitions européennes, notamment le rêve secret de remporter la toute première Ligue des Champions de l'histoire du club. Un rêve qu'ils vont d'ailleurs effleurer de très près le 21 mai 2008, à Moscou, lors de la finale de la Champions League. Manchester United d'un côté, Chelsea de l'autre. Au bout de 120 minutes de jeu, la cruelle séance de tir au but demeure alors l'ultime façon de départager les deux équipes. Mais après la tentative manquée du capitaine John Terry, Nicolas Anelka échoue à son tour, face à Van der Sar, et précipite alors sans le vouloir la défaite de son équipe. Pour Chelsea, la saison 2007-2008 est d'ailleurs l'occasion de renforcer encore un peu plus son éternelle réputation de loser en Angleterre, dans la mesure où, en plus de la défaite en Ligue des Champions, la saison coïncide avec une deuxième place en championnat, à seulement 2 points de Manchester United. Une fois n'est pas coutume, Anelka y verra quelques années plus tard l'occasion de régler ses comptes avec son entraîneur, Avram Grant en l'occurrence. Dans une interview donnée à un journal britannique, il déclarera notamment « Lors de la finale, Grant m'a fait entrer sans même me prévenir. Au final, j'ai loupé le dernier tir au but. C'est triste à dire, mais je savais que j'allais manquer ma tentative. » Avant de conclure, il me regardait de haut, comme s'il pensait que je devais lui être reconnaissant et ne jamais rien demander. Tout cela parce que j'avais été recruté à Bolton. En tout état de cause, à l'approche de l'été 2008 donc, Chelsea a tout perdu. Mais Anelka, lui, a malgré tout regagné le droit de porter un autre maillot bleu, celui de l'équipe de France cette fois-ci. Pour prendre part à l'Euro 2008 d'abord, durant lequel il passe complètement à côté du tournoi, à l'image de tous les autres membres du groupe tricolore, Raymond Domenech en tête. Le mondial 2010 en revanche constitue pour Anelka son ultime chance de participation à une Coupe du Monde, après les échecs répétés de 98, 2002 et 2006. Quelques semaines avant le tournoi, le sélectionneur français Raymond Domenech prend même l'initiative de rendre visite au domicile personnel de l'attaquant de Chelsea, à Londres. Il lui dévoile alors son intention de le faire évoluer à la pointe de l'attaque des Bleus, au poste de titulaire. Car oui, Domenech en est persuadé. Nicolas Anelka a tout pour être le buteur des Bleus au mondial 2010. Qui plus est face à la méforme de certains autres attaquants français, Thierry Henry en tête. Le problème, c'est qu'au sein du 4-3-3 dessiné par Domenech dans la perspective du mondial sud-africain, Anelka se voit contraint d'occuper un poste qui ne correspond pas du tout à son style de jeu. Camper dans la surface de réparation et savoir convertir en occasion de but n'importe quel ballon anodin exige en réalité certains réflexes de numéro 9 dont il ne dispose pas du tout. Jamais le football anglais ne les lui a enseignés, pas plus que l'INF Clairefontaine, où ses formateurs ont surtout mis l'accent sur ses qualités de vitesse et de percussion. Sans compter qu'à l'approche de l'été 2010, l'animation offensive des Bleus est quasiment inexistante, avec un Johan Gourcuff en méforme et un Franck Ribéry englouti dans le brouillard de l'affaire Zaya. Résultat des courses, les ballons qu'Anelka attend désespérément ne viennent jamais à lui, et il passe donc l'essentiel de son temps à décrocher de son poste de numéro 9, quitte à déserter la surface de réparation. Dans une telle configuration, les rares centres des ailiers ou des latéraux français se révèlent donc être totalement inutiles. Le verdict des matchs de préparation des Bleus, face à la Chine notamment, est sans appel. L'équipe de France ne dispose pas de la moindre certitude collective. Pire encore, le lien entre les joueurs et leur sélectionneur semble être complètement rompu. Les relations avec la presse ne sont pas au beau fixe elles non plus, surtout depuis la médiatisation de l'affaire Zaya. L'atmosphère que respirent alors tous les membres du groupe France partis en Afrique du Sud présente toutes les caractéristiques d'un nuage toxique, susceptible d'éclater à la première perturbation venue. Anelka lui-même éprouve un mauvais pressentiment quant à son destin personnel en équipe de France. Pour l'anecdote, 2 semaines seulement avant le début du tournoi, lors d'un rassemblement en Tunisie, il fait venir l'un de ses amis d'enfance et lui avoue alors son envie de quitter purement et simplement le groupe tricolore, afin d'éviter la catastrophe qui se profile, quitte à renoncer à la Coupe du Monde. Il réitérera d'ailleurs sa demande auprès de Patrice Evra, le capitaine tricolore justement, avant de lui lancer une phrase prémonitoire. « Pat, je te promets, je sens qu'il va se passer un gros truc. »
Mais c'est finalement sur les conseils de sa propre épouse que Nicolas Anelka acceptera de renoncer à ses envies de départ et de fermer les yeux sur ses mauvais pressentiments. Mais qu'importe, l'explosion aura bien lieu malgré tout, sous forme de violents règlements de compte en interne. Quant à la mi-temps du second match de poule face au Mexique, une altercation verbale éclate en plein vestiaire entre Raymond Domenech et Nicolas Anelka. Dans la bouche de ce dernier, le quotidien L'Équipe mettra les insultes suivantes, dès le lendemain, en une de son journal. « Va te faire enculer, sale fils de pute !» Or, l'attaquant français, lui, est formel. Oui, une altercation est survenue avec Domenech à la mi-temps du match. Mais non, en aucun cas elle ne s'est traduite par ces mots. Hors de question pour lui de s'excuser pour des injures qu'il n'a pas du tout prononcées. Les gens qui me connaissent, avouera-t-il d'ailleurs quelques années plus tard, savent très bien que si j'avais dit ce qui était sorti dans la presse, j'aurais assumé. J'ai toujours assumé tout ce que j'ai dit et tout ce que j'ai fait. Hors de question également de s'incliner face à Jean-Pierre Escalette et Raymond Domenech, qu'il considère comme les principaux responsables de la faillite sportive de l'équipe de France. Sa position est claire et nette, inutile d'insister. Anelka ne transigera pas. Ce refus, il le renouvellera d'ailleurs à François Manardo, l'attaché de presse de l'équipe de France, avec qui il entretient pourtant de bons rapports. Mais face à l'absence de repentir de leur attaquant de pointe, les dirigeants de la 3F prennent alors la décision de l'exclure définitivement du groupe tricolore présent en Afrique du Sud. Le soir même, néanmoins, une réunion privée a lieu entre les joueurs de l'équipe de France. Anelka a beau avoir été exclu, il tient malgré tout à mobiliser ses joueurs une dernière fois, avant son départ. Tout ce que vous avez à faire, leur lance-t-il, c'est d'être focalisé sur le terrain. Il reste encore un match. Si on le gagne, on se qualifie. Des consignes auxquelles les joueurs tricolores resteront néanmoins totalement sourds, et auxquelles ils répondront par leur volonté de faire la grève de l'entraînement dès le lendemain après-midi. Vous faites ce que vous voulez, mais moi, ce soir, je pars. Telles sont les ultimes paroles prononcées par Nicolas Anelka avant de s'enfoncer dans la nuit sud-africaine de Naïsna et de quitter définitivement le camp de base de l'équipe de France. Comme un symbole ce soir-là, Nicolas Anelka se fait raccompagner vers le parking de l'hôtel, aux côtés de Thierry Henry. La scène n'a bien évidemment jamais été filmée ou photographiée, mais si elle l'avait été, on y aurait sans doute vu un triste clin d'œil du destin, entre deux joueurs que le destin a justement dotés d'un immense talent au départ, et qui les a d'ailleurs fait se rencontrer dès leur adolescence, à l'INF Clairefontaine. Deux joueurs à qui on a rapidement promis les sommets en équipe de France. Mais en réalité, un seul est parvenu à les atteindre, et de manière éclatante, tandis que l'autre n'a fait que les effleurer, de très loin. Deux trajectoires à peu près identiques au départ, finalement très différentes à l'arrivée. Mais, ironie du sort, deux trajectoires que le destin aura malgré tout fait se rejoindre en bout de course, par une fin de carrière internationale totalement manquée.